pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After X, épisode 23. C'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Et cette semaine, on va parler culture et jeux vidéo, puisque le thème de cette émission, c'est le rétro gaming. De l'autre côté du continent, mon camarade Benjamin François, alias Quix, est au fond de la matrice. Coucou Benjamin. Salut Daniel, oui je suis de l'autre côté du supermarché Continent et au rayon surgelé. Pour l'instant ça va, il fait encore bon. Quel temps il fait à LA ? Vas-y, nargue-moi. Il fait très beau, là il fait un petit 23 degrés mais on est tranquille, un beau soleil. Qu'est-ce qui se passe à Paris, il fait pas beau ? Bah écoute, moi je viens de rentrer des USA, donc oui, il fait pas très beau ici. Ouais. C'est pas le choc thermique ultime, mais c'est un peu dur là en ce moment. Bah ouais, t'étais à New York. Et tu sais, le temps bizarre, enfin, tu sais quoi, le mauvais temps à Paris, il met les gens de mauvaise humeur. C'est assez incroyable, c'est... Allez, je suis entièrement d'accord, et alors si c'est bien un plus truc... qu'à New York, plus que dans n'importe quelle autre ville au monde. Plus qu'à Londres, je comprends pas. Le temps à Paris, je le trouve toujours très morose en fait, même quand il pleut pas, il fait gris. C'est-à-dire, Paris c'est quand même une ville où il fait gris presque 10 mois de l'année. Même quand il pleut pas. C'est vachement rare que tu vois le ciel, en fait, à Paris. Il y a toujours une grisaille. Et c'est vrai que ça joue sur le moral. Hein. Je le vois bien ici, où il fait tout le temps beau. Les gens sont plus joviaux, je sais pas. Enfin, je sais pas si ça tient uniquement à la météo, sûrement pas. Mais ça doit jouer, je pense. Ça doit jouer. Et à part la jovialité des gens autour de toi, quelles sont tes news de cette dernière semaine ? Eh bien, j'ai vu Shin Godzilla au cinéma. Que j'avais recommandé il y a 2-3 épisodes. Ouais, 2-3 épisodes. Toi, tu l'avais vu au Japon. Et moi, je l'ai vu ici parce que je n'ai pas la chance de parler japonais, donc j'avais besoin de sous-titres. Et vu comme le film est verbeux, eh ben, c'était pas trop, les sous-titres. C'est assez incroyable. Hein. Ah, il y en a une tripotée de dialogues et de textes à l'écran en surimpression. Enfin, c'est de la folie. Il y a des moments où tu sais même plus où lire, hein, tellement il y en a. Et c'est vraiment très chouette, comme tu l'avais dit, je vais le sur-recommander, Shin Godzilla. Alors, je ne sais absolument pas s'il va sortir en Europe. Je pense que ça va au moins sortir en DVD, quoi. C'est pas en Blu-ray, oui, en home vidéo, oui, mais en salle, je ne sais pas. Si ça sort en salle dans vos ciné à essai, allez-y. Et sinon, bah voilà, jetez-vous dessus quand ça sort. On se tiendra au courant. Mais l'important, c'est, est-ce que tu penses que l'article 76 va autoriser le Japon à utiliser de la force d'autodéfense ? Puisque l'article 76 ne concerne que les pays ennemis et pas les gros monstres, Daniel. C'est ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, Shin Godzilla, plein de gens imaginent que ça va être beaucoup de villes cassées. Alors il y a de la ville cassée, c'est sûr. Ah, mais il y a par de la ville contre, cassée. Il y a beaucoup de gens qui discutent de la ville cassée et c'est vraiment du administrative porn. Je sais plus exactement combien de temps dure le film, mais il dure quasiment 2 heures et c'est 1h30 de bureaucratie et 30 minutes de destruction en gros. Il y a des séquences d'alignement de photocopieuses épiques. Ah, c'est formidable. Mais voilà, même si c'est très verbeux, c'est un film qui est vraiment très chouette et puis très drôle aussi. Enfin, je veux dire, le film moque le gouvernement, son incapacité à réagir. C'est vraiment très bien fait. Des mecs qui font des réunions pour dire bon bah quel nom on va lui donner à ce machin. C'est ça. Et puis il faut dire aussi que les scènes de Godzilla elles sont aussi assez magiques quoi. Enfin. Ah, mais l'apparition du monstre, surtout que t'es dans le doute. Attends, ne révèle rien. Alors je ne vais rien dire, mais c'est vrai que tu dis oh là attends il ressemble à ça Godzilla, est-ce que c'est lui, oh là là, enfin c'est fou, c'est vachement bien. Voilà, ne révèle rien. Mais c'est vrai qu'il y a genre la première heure tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de me prendre dans le visage. Qu'est-ce que je regarde. Jusqu'à ce que t'aies le texte de la Constitution du Japon qui défile. Alors, pour le coup, là, moi, je t'avoue, j'ai juste vu du texte à l'écran qui défilait en surimpression et je savais pas à quoi m'en tenir parce que, voilà, ne lisant pas le japonais, je ne savais pas que c'était le texte de la Constitution. Oui, parce qu'il y a pas le temps, il y a pas la place de sous-titrer tout. Voilà, il y a beaucoup trop de texte, c'est impossible de sous-titrer. Il y a le texte à la fois sous-titré en japonais parce que pour expliquer dans quel bureau, de quel hémicycle et de quelle administration on se trouve, il y a parfois le nom du mec. Et en plus, ils parlent en même temps, donc tu peux pas sous-titrer les deux. Ah non, mais quand il y a le nom et le modèle de l'hélicoptère que tu vois à l'écran et le nom de la munition qu'il est en train d'utiliser pour tirer, tu dis mais c'est le paradis de l'otaku quoi. C'est non vraiment. Oui, c'est vrai que c'est un film d'otaku. Donc Shin Godzilla qu'on recommande. Il sort que cette semaine aux États-Unis. Et voilà ouais. Et il me semble que ouais, c'était juste cette semaine et je crois que là à partir de demain, donc quand l'épisode sortira, ce sera terminé. Malheureusement, parce que là on enregistre un samedi, je crois que demain dimanche c'est le dernier jour et voilà, malheureusement pour les gens qui n'auront pas eu la chance de le voir, il faudra attendre la sortie en DVD.
Et je suis aussi allé à un concert. Je suis allé au concert de Warpaint, qui est un groupe que je suis déjà depuis un paquet d'années. Et donc c'est un groupe de filles qui font du rock psychédélique. J'en reparlais un peu plus en détail tout à l'heure dans ma recommandation. Ah, c'est ta reco, d'accord. Mais il y a pendant le concert un type qui s'est pris pour Godzilla et qui a commencé à distribuer des coups de poing, ce qui est absolument hallucinant à un concert qui est quand même un concert où normalement c'est plus un concert du genre où tu fumes de la beuh et tu tripes quoi. C'est vraiment pas un concert de métalleux ou Ce que tu ne fais pas parce que tu n'as pas le droit et en plus tu serais expulsé du territoire. Oui, non, mais tu peux fumer de la marijuana médicale si tu as l'autorisation. Oui, si tu as l'autorisation de médecin. Après, dans la salle de concert, en théorie, t'as pas le droit, mais bon, bref. Mais voilà, un type s'est pris pour Godzilla, a commencé à donner des coups de poing aux gens autour de lui et s'est fait proprement expulser. Et j'avoue que j'ai déjà vu des mecs se faire jeter de concerts de métal ou de rock un peu plus violents. Mais là, pour un concert de rock psychédélique vraiment zen, c'était une première. Donc je dois avouer que le public était un peu merdique, il faut dire ce qui est. C'était pas génial. Mais bon, le concert lui-même était bien. Heureusement, la performance des artistes était bien. C'est comme si tu me disais, il y avait des casseurs à Bon Iver, tu vois. Ouais, oui, on n'y croit pas, quoi. Il y a eu un pogo à Benjamin Biolay, quoi, tu vois. Ou à Vincent Delerme. Enfin, bref. Bon, et toi, Daniel, tu étais donc à New York, tu étais au Comic-Con. Ouais, comme je disais, j'étais à New York. C'est la semaine du Comic-Con, donc en général, je me prends quelques jours à New York. Alors, ce qui est pratique parce que j'ai un ami qui a un canapé à fournir. Et en fait, à partir du moment où tu as le logement, en fait, New York est pas trop cher, en fait. Tu peux te débrouiller pour. Ah oui, le vol est abordable, ouais. Si tu prends un billet au dernier moment pour aller à Londres, ça va te coûter plus cher que de prendre un billet 2 jours avant pour aller à New York. Ouais. Ah vraiment, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Ah non, mais je confirme. Et du coup, bah écoute, j'ai fait un peu ce que je fais d'habitude quand je vais quelque part, c'est que j'essaye de faire de la rando. Je pouvais pas faire d'urbex parce que urbex tout seul, pays où t'as pas de voiture et tout, j'aurais pas tenté le coup. Mais je suis allé dans le New Jersey. J'ai pris le bus à 7h du matin pour aller dans le New Jersey. Et ensuite, je suis revenu jusqu'à New York à pied, en fait. Et j'ai traversé une forêt qui est, en fait, c'est une réserve protégée, quoi. D'accord. Et qui longe la côte, en fait, du New Jersey. Et ensuite, elle arrive pile au pont George Washington, en fait, qui est, pour ceux qui connaissent pas, c'est au nord-ouest de Manhattan. Et donc du coup, j'ai fait la surprise un peu je l'ai fait sur Snapchat. J'ai fait la même expérience que ce que j'ai fait au Japon, c'est que j'ai fait sur Snapchat et j'ai dit bon bah je suis dans une rando et j'ai pas précisé où j'étais quoi. Et donc l'effet de la story Snapchat est de dire bon bah voilà là moi je vois le George Washington Bridge et là je vais rentrer à New York et je me suis dit que ça faisait pas mal de dire bon bah j'arrive à New York à pied en fait. Et c'était une rando très intéressante parce que j'ai pas croisé grand monde quoi, il y avait plus de cyclistes sur la grande route mais à partir du moment où j'étais sur la plage parce que tu longes une plage en arrivant à New York, enfin Manhattan en tout cas, c'était vraiment très 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 kiffant. Il faisait un beau temps, un temps radieux. Et c'est la plage de Jersey Shore avec les types super bronzés et les pectoraux saillants. Oui, mais non, c'est l'autre côté en fait. Oui. Ah, d'accord. Alors, mais il y avait des mecs qui jouaient du tam tam parce que, enfin, il y a vraiment, c'est un peu New York quoi. C'est le grand. Il y a des hippies partout. Non, il y a pas d'hippies. Ah. Et j'ai été enfin à un concert à Carnegie Hall, la plus grande, la salle de concert historique de New York en ce qui concerne la musique classique, et c'était vraiment une salle extraordinairement belle. Et enfin vraiment c'est un truc à faire vraiment, c'est très très impressionnant. Si tu vas voir un orchestre symphonique là-dedans, c'était super. Donc mon cousin m'a invité, c'était vraiment très très bien. Et en plus du Comic-Con et de toutes les tribulations habituelles, je suis allé voir Batman Return of the Caped Crusader qui est sorti cette semaine aussi en limité, et je crois qu'il sort dans la foulée en Blu-ray en fait. Tu sais maintenant comme ils ont fait pour Killing Joke, ils font une sortie limitée du dessin animé dans certaines salles et ensuite ils le sortent presque directement en vidéo à la demande ou alors en Blu-ray. Et puis écoute, tu sais quoi, ça va être ma recommandation. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez que je vous parle de ce nouveau film Batman quand même. Eh bah oui, quand même. Si c'est pas du teasing. Je pense qu'on peut passer à notre sujet de la semaine.
Le rétro gaming, c'est un peu notre passion. On va pas mentir, Benjamin, puisque on a passé un hiver ensemble à s'amuser simplement sur Sega Mega Drive Ultimate Connection. C'est tu vrai. te souviens? Ah oui, je me souviens On parfaitement. l'avait pris sur PS3. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de rejouer à des vieux jeux Mega Drive. Et comme j'ai pas de Mega Drive sous le coude, enfin je crois qu'elle est rangée quelque part, je sais plus où. Moi, où elle je l'ai est, foutue, il faut elle est sortir chez mes les câbles parents, et donc tout. autant dire qu'elle est loin. Et donc on s'est aligné tous les jeux Sega Mega Drive Ultimate Collection et on se disait ah il y a des trophées, on va voir ce qu'il faut faire pour chacun des jeux pour avoir un trophée. Et c'était une expérience assez intéressante puisque faut dire la version était très correcte quoi, c'était très proche de la sensation originelle. Ouais, l'émulation était vraiment propre. Je sais pas quel émulateur ils utilisent pour ce truc-là, mais elle était bien. Et du coup, oui, il y a un truc c'est que le rétro gaming fait partie de nos vies. On adore ça et on rejoue régulièrement à des jeux anciens. Parfois, tu me surprends parce que tu me dis, je suis en train de jouer à Dragon Quest sur téléphone mobile et je suis pris de curiosité, j'ai envie de faire la même chose. Et il faut dire que le rétro gaming a le vent en poupe. On l'a vu récemment avec la NES Classic Mini et la Famicom Classic Mini. Est-ce que tu as craqué? Alors, je n'ai pas encore craqué parce que en fait ma copine m'a très clairement fait comprendre que elle me tuait si je l'achetais, donc en gros elle veut me l'acheter et me l'offrir. Oh, Donc, c'est pas mignon, c'est voilà. le cadeau des amoureux ça. Mais évidemment que j'ai craqué quand j'ai vu la NES Classic Mini. Alors on peut noter la proportion de Nintendo à réussir à rater un truc inratable parce qu'apparemment les câbles des manettes sont ultra courts. Je ne comprends les pas manettes pourquoi ils sont font plus ça. petites aussi. Alors sur la Famicom, ouais, sur la NES a priori elles font la même taille. Sur la Ah ouais. Famicom, elles sont plus petites parce que oui, Parce qu'elles s'emboîtent sur la console. Voilà, tu peux les emboîter sur la console. Pour la NES, a priori, c'est la même taille, c'est la bonne taille, mais les câbles sont super courts. Et là, tu dis, mais pourquoi? Enfin, je veux dire. Alors, soi-disant, d'après Nintendo, c'est parce que le bouton pour faire les save states, il est sur la console elle-même, ce qui n'est pas vraiment pratique. Alors, je sais plus si c'est sur les save states ou pour afficher le menu. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un bouton sur la console elle-même. Vu qu'ils voulaient vraiment fournir des manettes vraiment à l'identique et qu'ils avaient besoin d'un bouton supplémentaire, sûrement pour voilà accéder au menu ou faire les save states. Donc, ou le t'as pas reset. craqué, mais je veux dire, si on te l'offrait pas, tu l'achetais quoi. Ah oui, je n'ai pas craqué, mais je Et me la la serais Famicom, achetée. et tu t'achètes pas les deux quand même, parce que les deux versions sont différentes, tu le sais. Mais j'ai très envie d'avoir la Famicom parce qu'il y a des jeux différents dedans. Et puis Mais parce est-ce que tu c'est- vas jouer avec ces petites manettes? Alors c'est ça le problème, c'est que jouer avec les petites manettes, surtout qu'en plus tu peux pas interchanger les manettes sur la Famicom parce que le câble est il est hardwired entre guillemets en anglais. Alors je sais comment traduire ça en français. Disons que le câble est intégré à la console, qui est intégré à la c'est un manette. câble- Quoi. C'est un C'est- câble, c'est la console, tu peux pas retirer la manette. C'est pas détachable, voilà. Voilà. Et donc c'est sûr que jouer avec les petites manettes sur la Famicom Mini, je suis pas trop convaincu, mais écoute, je crois que je vais quand même essayer de l'acheter aussi parce que c'est une mini Famicom et qu'elle est trop Écoute, mignonne. Écoute, moi je ne cède pas. Je ne cède pas à la pulsion. Même pas parce à la que- NES. Même pas à la NES. Parce que j'ai déjà joué à tous ces jeux. Mais moi et aussi. Parfois je les ai encore, surtout. Et il y a un truc, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de nous revendre 10 fois la même chose. On l'a vu avec la Virtua Console, on l'a vu avec plein de manières différentes. Ils ont ressorti la plupart des jeux en cartouches miniatures pour GBA, tu vois, enfin. Ouais, mais moi je suis combien de fois on peut racheter le même jeu? Mais moi je suis un peu une victime de la collection Nintendo époque 8 et 16 bits. Ils peuvent ressortir tout ce qu'ils veulent. Putain, s'ils sortent une Super NES Mini, mais alors là, je vais aller dans mon slip, quoi. C'est même pas la peine. Moi, je crois que la Super le pire- Famicom Super NES, ça reste ma console préférée de tous les temps. Et s'ils sortent ça, alors là, Mais tu sais bien en plus que l'expérience ne sera pas identique. C'est ça le pire, c'est que la seule chose qui peut être identique, c'est d'avoir la même console branchée sur la même télé. Sinon, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Je vois les jeux Virtua Console et maintenant les gens s'intéressent à la qualité de l'émulation, à la qualité de restitution. C'est pas la même chose que l'original. Alors d'ailleurs, à une époque, moi j'entendais les possesseurs de Wii et de Wii U me dire non mais la Virtual Console, il y a énormément de contrôle qualité fait sur l'émulation, c'est pour ça que par exemple ils sortent pas les jeux Super NES sur 3DS parce qu'elle est pas assez puissante pour faire de l'émulation parfaite. Non, c'est pour se faire plus de blé. Et voilà, on est d'accord parce que derrière, tu vois le comparatif entre la Virtual Console et la NES Classic Mini et l'émulation de la Virtual Console, elle est dégueulasse par rapport à celle de la NES Classic Mini. Enfin l'image elle est toute sombre.
Enfin, a priori... Crois-moi, il y a beaucoup de choses qui se justifient que par le pognon. Ouais, on est Il y a d'accord. beaucoup de gens qui me demandaient pourquoi est-ce que la Famicom Classic Mini, elle a pas les Dragon Quest, alors que c'est quand même les jeux les plus emblématiques de la Famicom de tous les temps avec Mario. Et ben c'est simple, c'est qu'ils se vendent encore très bien à part, ils se vendent sur en appli. Peut-être que Square Enix demandait trop de sous aussi pour les intégrer. Ouais, ils se vendent en appli. Il y a eu Dragon Quest 1 et 2 et 3 qui est ressorti sur Wii U, il a cartonné aux ventes, enfin. Ah ouais. Pour eux, c'est pas la peine. Puisque tu parles de Dragon Quest, alors parlons-en un peu. Moi, j'y joue sur téléphone portable parce que pour y jouer aux toilettes, c'est le top. Et c'est pas mal. Tu joues auquel en ce moment? À Dragon Quest 3 ou à 4? Je suis encore sur Dragon Quest 3 parce que il y avait un bug suite à une update qui m'empêchait de progresser. Et ça y est, le bug a été corrigé, donc je continue Dragon Quest 3. Tu sais que tu m'as donné envie et j'ai acheté Dragon Quest 3 et j'y joue maintenant aussi dans le train. Et dans l'avion, j'y jouais puisque. Et alors, qu'est-ce que tu penses des contrôles? Parce que moi, je déteste généralement ce qui s'appelle le visual pad. Tu vois, cette espèce de faux pad. Ça va, mais parce que c'est du Dragon Quest classique, c'est-à-dire vu de haut, et t'as besoin de 4 boutons en fait. Voilà, on est d'accord. Et moi, en fait, pour les jeux à l'ancienne, où tu te déplaces au bas gauche droite et c'est tout, c'est parfait. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de tourner. Sur un Mario, ça marcherait pas, par exemple. Dragon Quest 8, j'aurais des doutes quand même, tu vois. Alors, écoute, pour le 8, je te dirais ça parce que je l'ai acheté aussi, alors que je l'ai sur PS2, mais que je l'ai jamais ouvert, tu vois. Ah, t'es vraiment une rétro gaming core, quand même. Ah, mais complètement. Mais si tu veux, Dragon Quest, j'avais fait les épisodes 4 et 5 sur DS. J'avais jamais eu l'occasion de faire le 6 parce que il coûte beaucoup trop cher, même en neuf à l'heure actuelle, Dragon Quest 6, pardon, sur DS. Ouais écoute, si tu veux, je te le prends sur Amazon, il est pas très cher encore le 6. Aux US, il était cher, donc c'est pour ça, mais c'est pas grave. Je l'ai pris sur téléphone, Daniel. J'ai acheté tous les Dragon Quest du 1 au 8, sauf le 7 sur téléphone. Donc tu veux que je te dise ce qui est en train de se passer dans les boutiques en France? C'est que depuis la sortie en plus du 7 sur 3DS, ouais. Il y a un boom de popularité de Dragon Quest maintenant. Le Dragon Quest 5, il est à plus de 70 €, 80 € maintenant. Bah ouais, c'est comme le Final Fantasy 6 sur GBA par exemple, qui est complètement hors de prix, c'est complètement aberrant. Voilà, c'est ça aussi qui nous empêche de parfois jouer à la version originale ou à une version au moins boostée de l'original, c'est que souvent, il y a le marché de l'occasion qui devient un peu n'importe quoi. Voilà, alors ne parlons même pas du neuf, parce que le vieux matériel neuf encore en boîte, ça atteint des prix délirants, mais même le marché de l'occasion, mais il y a eu une espèce de... À une époque, tu pouvais faire les brocantes et je me rappelle, j'étais allé à la braderie de Lille et tu trouvais des jeux NES à 2 €. Non, mais maintenant, la braderie c'est fini parce que les mecs qui font leur bise sur les jeux vidéo, qui rachètent des trucs des jeux vidéo, ils y vont à 5 h du matin. Toi, t'iras jamais à 5 h du matin. Ils y vont à la lampe torche, mec. Exactement. Et les mecs, ils partent avec les jouets et les jeux. Tout ce qui peut coûter de l'argent, tout ce sur quoi ils peuvent se faire du blé, ils le prendront avant toi. Non, c'est complètement fou. Moi, j'avais racheté une NES switchée pour pouvoir jouer aux jeux américains à genre 50 € avec 4 jeux. À l'époque, c'était correct. Maintenant, la même chose. Tu regardes sur eBay, tu veux une NES avec 3-4 jeux, ça tape dans les 100-120 $ minimum. Et puis bon, il y a d'autres marchés. C'est-à-dire, nous, on parle de petits jeux quand même. C'est-à-dire la NES, la Super NES, la Mega Drive, les consoles 8-16 bits grand public. C'est pas des marchés où les jeux vidéo prennent énormément de valeur. Il y a le marché de la Neo Geo qui pète. Enfin, j'ai vu des potes qui vendeurs à l'instant. Les mecs, ils me disent les jeux Neo Geo, c'est 2000 €, 3000 €. Et c'est des jeux qui valaient moitié moins il y a 2 ans. Et il y a un vrai marché de l'occasion. Et je sais pas si ça. Tu sais quoi, à chaque fois que je vois ce marché-là, je me demande si ça tiendra sur le temps. Parce que. Je sais pas. Parce que c'est effectivement, du matériel tous les gens qui ont 30 quand même. Je sais pas. Les mecs qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est les mecs qui voulaient acheter ça quand ils étaient minots. Et là, ils ont l'argent, ils se disent, je vais l'acheter, je vais me faire la collecte. C'est possible encore. Mais dans 10-20 ans, il y a une génération la génération qui arrive n'a plus le même contact avec l'objet jeu vidéo, l'objet collection. C'est des mecs qui jouent sur mobile, c'est le jeu en démat. Je suis pas certain que ça gardera sa valeur avec le temps. Non, mais tu vois, la Neo Geo, moi je vois ça un peu comme une occasion manquée parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, j'en rêvais. Et puis il y a eu une époque où tu pouvais encore en toucher à pas trop cher.
Et maintenant c'est terminé quoi. Il y a eu un moment où sur le marché de l'occasion c'était jouable et puis maintenant non, c'est fini. Tu veux un full set Neo Geo aujourd'hui, c'est 90 000 €. Non mais moi j'ai abandonné, donc du coup tu vois j'ai profité de la sortie du Humble Bundle Neo Geo pour le prendre. J'ai mis la somme max pour avoir tous les jeux qui étaient disponibles. Et en fait j'étais assez surpris. Le fameux Humble Bundle Neo Geo, parle-moi-en. Alors j'étais un peu surpris parce que quand j'ai récupéré donc, les fichiers du Humble Bundle, j'ai vu à l'intérieur des répertoires des jeux qu'il y avait un fichier zip, et ce fichier zip, eh ben qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la ROM de la cartouche. Donc une ROM en fait c'est quand tu prends une cartouche, c'est matériel, c'est des puces, c'est des composants électroniques. Et en fait tu utilises une sorte de copieur pour transférer les informations qu'il y a dans ces puces sur un fichier dans un fichier informatique, donc du logiciel. Et une ROM, c'est tout simplement tout le contenu de ta cartouche dans un fichier. Donc c'est ce que tu vas utiliser par exemple avec un émulateur. Un émulateur, c'est un programme qui imite le fonctionnement d'une machine. Alors maintenant c'est extrêmement courant, hein. Dans la Virtual Console, c'est rien d'autre qu'un émulateur. Tu lui mets le fichier de ton jeu Mario, et l'émulateur il se comporte comme une NES, et hop, ça restitue le jeu Mario à l'écran. Et donc le Humble Bundle Neo Geo, c'est évidemment un émulateur, mais ils n'ont pas essayé de protéger plus que ça les fichiers qui sont à l'intérieur. Et donc j'ai pu comparer, j'ai fait un calcul de MD5. MD5 c'est une somme de contrôle en fait, ça te permet, alors je vais pas être trop technique. Moi je vais avouer à nos auditeurs, il me dit MD5, je sais pas du tout de quoi il parle. Voilà, pour pas être trop technique en fait, c'est une sorte de signature qui est unique à chaque fichier, enfin plus ou moins unique parce que maintenant plus trop, mais en gros tu lances ton programme qui calcule la signature de ton fichier, ça te donne une suite de chiffres et de caractères alphanumériques de 0 à F parce que c'est de l'hexadécimal. Et t'as 32 caractères comme ça, et ça c'est ce qui s'appelle ta signature MD5. Et chaque fichier en a une différente. Et donc j'ai pu comparer cette signature de mon fichier Humble Bundle avec celui d'un fichier que tu peux télécharger illégalement pour jouer avec ton émulateur, et c'est le même. Donc ils ont récupéré les ROM sur le net, ça se trouve. Alors, je sais pas s'ils ont récupéré sur le net, si ça se trouve ils doivent les avoir quand même. Ouais, ou si ça se trouve ils les ont copiés eux-mêmes depuis les cartouches d'origine, mais en tout cas, ça veut dire que la copie est bonne et donc que c'est exactement le même fichier. Et donc au final, ce qui est cool, c'est que maintenant que j'ai acheté mon Humble Bundle Neo Geo, j'ai légalement le droit d'utiliser mes émulateurs et donc je peux jouer à mes jeux Neo Geo sur ma Vita par exemple. La loi américaine est la même que la française. T'as le droit à la copie. Oui, et de toute façon c'est le même fichier. Je peux prendre le fichier de mon Humble Bundle et le mettre sur ma Vita directement avec RetroArch et jouer à mes jeux Neo Geo sur RetroArch sur Vita, et c'est complètement légal. Mais encore une fois, comme je te disais au début de cette discussion, c'est pas le feeling originel pour moi. Tu joues sur Vita à ton jeu Neo, mais c'est pas le jeu Neo tel qu'il était. C'est pas le feeling de la manette Neo Geo, c'est sûr, ni de l'écran cathodique. Par exemple, je sais pas si t'as vu le Retro Beat Generation et toutes ces consoles en plastoc qui ont des centaines de jeux, et tu sais, les fausses Mega Drive, les fausses Super NES, les consoles qui t'affichent que tu as le droit de mettre toutes les 7 consoles différentes dedans. À chaque fois c'est un peu de la merde. J'en ai jamais vu une vraiment correcte. Il y en a une qui a fait parler d'elle il y a pas si longtemps, j'ai plus le nom en tête, où tu pouvais jouer 7 consoles à la fois. C'est la Retron de Hyperkin. Et Hyperkin, je les avais interviewés quand j'étais allé à l'E3 en 2012. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que le brevet sur le hardware tombe vachement plus vite que le brevet sur le software. Et donc, du coup, ils peuvent construire des clones de consoles. Mais sans reprendre l'OS original, parce que l'OS original, lui, il est copyrighté, si j'ai bien compris. Alors, en fait, c'est... Le code original. Le code des jeux, lui, si tu veux, c'est un peu compliqué. T'as pas vraiment d'OS dans une NES, par exemple. La notion d'OS c'est arrivé avec des machines plus récentes, genre la PlayStation avec son BIOS, t'as un OS dedans, par exemple. Mais pour ce qui est de la Mega Drive ou de la NES, t'as pas vraiment d'OS dans la machine. Mais donc ces trucs-là, tu peux, le brevet est tombé, donc tu peux faire un clone hardware. Tout comme par exemple, tu sais, fabricant de magnétoscope, il y a un fabricant qui a inventé le magnétoscope et il y en a plein qui ont fait leur propre magnétoscope qui étaient tous compatibles. Là c'est pareil, ils te construisent un logiciel, un matériel qui est compatible avec les cartouches NES, mais derrière c'est de l'émulation. Donc c'est pour ça, comme tu le dis, c'est pas le même feeling parce que même s'ils réutilisent le même hardware, t'as quand même de l'émulation qui est utilisée. Alors je sais pas exactement comment ça marche, hein.
Peut-être que l'émulation c'est juste sur les nouveaux modèles et que sur les anciens modèles ils utilisaient vraiment les mêmes composants pour que ce soit fidèle. Puis à chaque fois, c'est des manettes en toc qui ressemblent pas du tout. Ah, les manettes sont Enfin, vraiment pourries. Qui ressemblent un peu, mais dès que tu les touches, elles sont nazes. Alors pour le coup, ouais. pour les C'est pas- manettes, c'est pas un cas. pour les manettes, j'avais fait un test. J'en ai acheté plein, hein, des manettes, des clones de manettes USB. Donc des clones de manettes Famicom, de manettes Super NES en USB. Et j'avais écrit un test que j'avais posté sur Gaming Sense. Voilà, hop, pub. Et il y a une marque qui fait des clones de vraiment très bonne qualité des manettes. C'est la marque Hype Buffalo. Si vous cherchez des manettes Super NES ou Famicom qui sont vraiment chouettes, prenez des Hype Buffalo USB. C'est vraiment bien. Alors il y a aussi les manettes 8-bit Do qui sont pas mal du tout. Après c'est des manettes sans fil donc plus lourdes et moi j'aime pas trop le sans fil parce que faut toujours recharger les batteries. Je sais pas, j'ai aucun problème à avoir des manettes avec fil. C'est pas Bah, gênant le pour filaire, moi. techniquement, c'est la meilleure réponse possible. Et en plus voilà t'as moins de latence. Bon sur les vieux jeux c'est pas très grave mais les manettes eBuffalo USB sont vraiment chouettes. Donc du coup, tu prends ta manette USB, tu joues à ton émulateur Super NES, à ton vieux jeu que t'as encore dans un placard chez tes parents, et hop, c'est bon. T'as pas exactement le même feeling, mais tu peux utiliser des filtres aussi sur ton écran LCD pour avoir un rendu qui ressemble au vieux rendu cathodique avec l'écran bombé, même avec un filtre NTSC pour avoir les couleurs qui bavent, comme sur les télés américaines de l'époque. Oui, parce qu'en plus, si tu n'as pas une télé, si t'as pas une télé d'époque, c'est pas la même restitution, c'est jamais le même résultat. C'est vraiment moins intéressant, quoi. Ben en fait, si tu n'as pas une télé d'époque, c'est presque trop propre et du coup ça a un rendu qui est pas très joli par rapport aux télés d'époque où le fait que la définition était pas très bonne, ça donnait un aspect un peu plus arrondi, si tu veux, tu voyais moins les pixels carrés et surtout sur les télés NTSC parce que faut savoir que aux États-Unis le standard pour les télévisions c'était NTSC. En France, on avait PAL SECAM, enfin, c'était SECAM en France et PAL dans le reste de l'Europe, qui est un standard qui est bien meilleur pour la définition de l'écran. On avait la Péritel, nous. Et voilà, on avait la prise Péritel, nous, aux États-Unis, ils utilisaient le composite directement, et le NTSC est un standard où les couleurs bavent. Donc forcément, ça donnait... et il y a des émulateurs qui te proposent un rendu NTSC, donc tu peux t'amuser à salir un peu le rendu pour avoir un truc d'époque. Ouais. Écoute, tu sais quoi, moi, c'est vrai qu'on est des joueurs de rétro, toi et moi, mais faut dire aussi qu'on a passé énormément de temps. Toi, c'était chez moi. On a passé du temps sur Famicom Remix, qui est ensuite sorti sous le nom de NES Remix. Et que je suis en train de faire sur 3DS à l'heure actuelle. C'est vrai, ça tombe bien en plus. Et écoute, moi, je trouve ça génial, parce que ça aussi, c'est un savoir-faire de Nintendo. Nintendo, on peut dire ce qu'on veut sur la manière qu'ils ont de nous revendre 3 fois la même chose. Oui, mais c'est des gros rapias, c'est des voilà. Ça, et ils y arrivent très bien parce qu'on l'a vu là. Au lieu de sortir la NX, ils sortent la NES Classic Mini. Ils vont sans doute faire plus d'argent dessus en une année que sur la NX. Mais Nintendo a cette intelligence aussi. Hein. Ici, voilà, il faut. Madeleine de Proust. Il faut leur reconnaître cette intelligence de se dire, de jouer avec leur héritage. C'est le moment de sortir une NES remix, enfin une NES mini, et voilà, ils ont eu l'intelligence de le faire. Alors que tu vois, et c'est ça qui est fou, genre un mois plus tard, il y a Sega qui a essayé de surfer sur la mode du truc en annonçant un nouveau modèle de Mega Drive mini, et t'as plein de sites entre guillemets geeks qui ont dit ah là là, Sega aussi s'y met. Mais c'est une console qui existe depuis 5 ans au moins, sauf que là ils sortent un nouveau carton. Ils ont juste changé la boîte, un nouveau carton avec un sticker Sonic pour mettre c'est les 25 ans de Sonic et c'est tout. Mais c'est des consoles vraiment pas terribles avec des manettes vraiment pourries. Et c'est pour ça que j'espère que les manettes Nintendo de la NES Mini sont vraiment le même feeling que les anciennes. Et ce qui sera pas le cas pour les Famicom Mini. C'est clair. Mais donc NES Remix, ça c'est une vraie idée intelligente de Retro Gaming puisqu'il utilise tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire sur l'histoire de Nintendo, les jeux Nintendo, pour en ressortir des nouveaux jeux presque à chaque fois. Il change les règles. Voilà, c'est un jeu qui change les règles c'est la rencontre entre les jeux NES de notre enfance et WarioWare en fait. Ils ont pris dans WarioWare, il y a une section qui est la section 8-bit et ils ont pris ça et ils l'ont amplifié. Voilà, ils l'ont décliné sur une tripotée d'anciens titres. Alors je sais plus exactement combien il y a d'anciens titres dans NES Remix et dans NES Remix 2 qui sont sortis sur Wii U à l'origine. Donc moi je joue à la version 3DS qui est une sorte de compilation, sauf qu'il n'y a pas tout. Et c'est pour ça que la version 3DS est considérée comme une version un peu moins bonne parce que il n'y a pas tout. Mais il y a aussi des niveaux bonus qui sont spécifiques à la version 3DS. Et
paraît-il que quand tu perfectes tous les niveaux de la version 3DS, tu débloques Ultimate Famicom Remix avec les versions japonaises des jeux. Alors je ne sais pas encore quelle sera la différence, mais je compte bien le faire, donc je pourrais vous en dire plus. Et la version 3DS est différente de... Non, c'est les mêmes version... épreuves pour les jeux classiques, mais il y a des niveaux bonus qui sont spécifiques à la version 3DS. Donc t'as les jeux classiques, t'as une vingtaine de jeux classiques avec à chaque fois entre 7 et 15 épreuves. T'as les deux niveaux remix 1 et remix 2, où t'as 25 niveaux pour chaque, donc 50 niveaux. Et t'as 25 niveaux bonus qui sont spécifiques à la version 3DS. Que tu débloques, pareil, plus tu termines de niveau avec des étoiles. Parce que oui, il faut le dire, NES Remix, en fait, c'est des challenges basés sur des jeux qu'on a tous joués des milliers de fois. Et ce qui compte, c'est le... Mais qui réinvente les règles, et ce qui compte, c'est le temps. Plus vite tu vas pour les finir, et plus tu as des petites étoiles. Et donc t'as 1, 2, 3 étoiles où tu as l'arc-en-ciel qui indique que voilà, t'as fait un super temps. Et le truc qui est sympa avec la version... C'est une manière de réinventer Zelda 2. Ouais, ou même le Mario 2 japonais, il y a des niveaux qui sont d'un sadisme assez fou, surtout si tu veux avoir les 3 étoiles à l'arc-en-ciel. Il y a une feature qui est sympa dans la version 3DS, et je crois pas qu'elle y soit dans la version Wii U, c'est que tu peux comparer tes temps avec les temps des gens qui sont sur les mêmes serveurs que toi. C'est ce qui manquait à la version Wii U. C'est-à-dire vraiment que le jeu d'arcade revienne le jeu d'arcade, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'étais en train de jouer à Pac-Man CE2, qui joue avec l'idée du gameplay d'avant. C'est une manière moderne de réinventer... Pac-Man CE est fantastique. J'ai pas joué au 2, mais le 1, j'y ai passé des heures. Sur Pac-Man, quoi. Alors le 2, c'est pas la même, c'est pas exactement la même chose. Je pense que Pac-Man CE est quelque chose de pureté, de l'ordre de la pureté. C'est comme comparer un shoot-up à un jeu d'exploration spatiale à bord d'un vaisseau, tu vois, c'est pas la même chose. Et Pac-Man CE, c'est vraiment je pense que c'est un des jeux les plus extraordinaires de cette dernière du coup, année. C'est vraiment une réinvention complète d'un concept très simple et qui nous renvoie complètement à l'âge où on allait dans les salles d'arcade et on mettait notre pièce sur la borne pour dire qu'on veut jouer après, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça de pur plaisir et de pur défi de je vais battre le score de la borne, quoi. Il y a aucun jeu qui est arrivé au niveau de Pac-Man CE. C'est un remake intelligent. Il y a des remakes plus ou moins réussis de jeux anciens. Alors est-ce que c'est vraiment du rétro gaming? Plus ou moins. Je dirais Bionic Commando Rearmed, moi j'avais vraiment trouvé ça chouette. C'était vraiment un remake réussi, j'avais trouvé. Après, est-ce que tu te rappelles les compilations Sega Ages, où Sega ils avaient sorti sur PS2 des vieux titres mais en version refait en 3D avec des trucs horribles, genre l'abominable. Alors oui. Et ça c'était vraiment loupé. C'est vrai qu'il y en avait des vraiment nazes. Ça c'est vrai qu'il y en avait quand même vraiment des nuls, mais il faut pas les confondre avec les remakes sur 3DS. Alors ceux-là, fait. Ah oui, non mais je les achète tous. Parce que ceux-là c'est du vrai si tu veux, pour te dire la vérité, moi c'est un collègue qui m'avait vendu la 3DS en me montrant Excite Back en 3D. Et moi ça m'a vendu la 3D, ce truc là, j'ai dit la 3D pour moi c'était un gadget, j'ai vu Excite Back en 3D, j'ai dit ah ouais mais en fait ça rend super bien avec les jeux 8 bits. J'ai acheté tous les jeux Nintendo refaits en 3D, j'ai acheté tous les jeux Sega refaits en 3D. Et c'est les seuls jeux de la 3DS sur lesquels j'utilise la 3D. Parce que je trouve ça génial. Ah ouais, les jeux 8-16 bits en 3D, moi, je trouve ça fantastique. Et je te dis, je fais des rêves humides en me disant, putain, si Nintendo sortait un F-Zero en 3D comme ça, ou qui sortait Mario World. Oh là 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 là. Cette année, j'ai fait Day of Tentacle comme ça. Le remake, qui est vraiment, vraiment très très Le remaster de Day of the Tentacle est vraiment chouette. C'est vraiment un remaster et c'est vraiment... ils se sont cassés le cul pour faire Il est très réussi. On a dit beaucoup de mal de Sonic, mais le remake de Sonic sur Nintendo 3DS, c'est vraiment pas mal. Bah, tu sais, quand on a fait l'épisode Sonic, je venais de refinir Sonic 1 en version 3DS. Et donc ça t'a mis en relief. Bah, ça m'a pas mis en colère parce que le jeu est super joli et ça reste Sonic. Sonic, c'est quand même des beaux jeux, mais la jouabilité pourrie de Sonic est toujours là, quoi. Tu sais que j'ai participé à une émission où on a dit beaucoup de bien et de mal de Sonic qui s'appelait LOL Japon. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, ce qui m'angoisse, c'est que Sonic, si tu regardes, il a les deux yeux collés l'un à l'autre. Il a un sourcil, il a pas de sourcil, tu vois. Il a un truc. Les deux yeux forment ces deux yeux forment une seule et même entité. Il y a des angoisses intéressantes. Non mais genre, après tu peux dire Sonic c'est le perso le plus classe de l'univers parce qu'il a des gants, mais c'est le cas aussi mais Mario a des gants. De beaucoup de Pokémon aussi. Ouais. Écoute, les remakes, c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, on parlait de Dragon Quest, les remakes de
Dragon Quest, si tu joues sur iOS, il est super. Si tu joues sur DS, il est super aussi. Ouais, ils sont très chouettes les remakes DS des épisodes 4, 5, 6. Mais il y a beaucoup de choses qui se justifient pas toujours. Enfin, par exemple, on passe avec des DQ8. Tu vois, par exemple, ressortir Uncharted aussitôt après, je vois pas exactement l'intérêt. Enfin, ouais, sur les remasters, c'est... Bah disons pour les gens qui The Last of Us Remaster, est-ce que ça vaut vraiment pour les le gens coup qui les ont pas fait, pourquoi pas si tu veux regarder. J'ai jamais fait The Last of Us et si un jour j'achète une PS4 et que j'ai toujours pas fait Last of Us sur PS3, je le prendrai sur PS4 histoire de l'avoir en Et version tu vois, un peu plus jolie. Resident Evil, tu vois, maintenant c'est devenu une habitude, il ressort en HD, il est ressorti 15 fois en HD, je sais pas si c'est... J'avoue que la version GameCube était quand même chouette. Enfin, moi je l'avais fait, hein, j'avais joué un petit peu sur PlayStation et quand il est sorti mais pour sur moi GameCube, j'aimais bien le côté kitsch de l'original, tu vois. Ah mais t'as le 2 et le 3 justement pour le côté kitsch moche. Ouais, mais j'aimais bien le truc avec les acteurs, tu vois. Tu sais que Parce qu'il y avait des acteurs dans le premier. les Resident Evil, j'ai acheté tous ceux qui sont ça sur GameCube et les seuls que j'ai fait c'est le 1 et le 4. J'ai joué à aucun des autres et je les ai encore sur mon étagère vrai dans la boîte, ils sont sous blister, j'y ai pas touché. Le 2, ah bah attention parce que ça dépend quel 2 sous blister tu as, mais attention, t'as peut-être de l'argent sur ton Resident étagère. Evil 2 et 3 GameCube sous blister. Écoute, je ne sais pas, vérifie quand Je même. sais pas combien ils sont, faudra que je regarde, mais je pense pas que, tu sais, ils ont pas été refaits. J'ai le 0 aussi, enfin, tu sais que j'ai Metal Gear Solid sous blister, sur PlayStation. Mais je veux bien te croire, j'ai beaucoup de jeux sous blister aussi. Tu sais que j'ai une grosse collecte de jeux vidéo aussi. Et qu'au Tu es au final, courant. ouais, ça je suis plus ou moins au courant, que Metal Gear Solid sous blister, je me suis dit bon, de toute façon j'ai pas de PlayStation ici, si j'y joue ce sera sur un émulateur. Bon bah je l'ai racheté sur le PSN et je l'ai joué sur Vita en fait, à Metal Gear Solid 1. Et j'y ai joué il y a pas très longtemps. Parce que, bah oui, tu Comme me quoi, connais. t'achètes toutes les versions avant d'y jouer, en fait. Pas forcément toujours, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai raté une Toi, génération. Persona 5, tu vas y jouer sur PlayStation 5, en fait. C'est possible. J'ai raté une génération, en fait, quand la PlayStation, la Saturn et la N64 étaient sur le marché. À l'époque, moi, j'étais sur PC. Donc, il y a toute une génération de jeux auxquels j'ai pas forcément beaucoup joué. Surtout que mon PC, il a vite été dépassé. C'était l'époque où la 3DFX était sortie et la 3D était partout et il fallait absolument mettre à niveau son PC. Et, c'était une époque qui était assez difficile pour les possesseurs de PC parce qu'il fallait vraiment updater son matériel quasiment tous les 2 ans pour pouvoir jouer aux jeux récents. Donc, c'était pas terrible. Ça s'est beaucoup calmé depuis. Donc il y a eu toute une époque de jeux vidéo que j'ai pas fait, tu vois, j'avais jamais fait Castlevania, c'est pas Shadow of the Night, comment il s'appelle, Symphony of the Night, putain, tu vois, Symphony of the Night. Faut pas dire n'importe quoi. J'avais jamais fait Symphony of the Night, j'avais jamais fait Metal Gear Solid 1, donc du coup, comme j'avais jamais fait Metal Gear Solid 1, j'ai jamais fait le 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5. J'ai jamais fait, faut quand même rassurer les gens. Quick, ça a quand même beaucoup joué. Ah oui, j'ai joué à beaucoup de jeux, mais il y a des classiques comme ça que j'ai loupé, tu vois, tout comme il y a des classiques du cinéma que j'ai pas vu et qu'il faut que je vois. Mais comme j'avais jamais fait le 1, je me suis dit, il faut que je le fasse avant de faire par exemple, tu vois, j'avais le 4, je l'ai chopé à pas cher sur PS3, je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse les 3 d'avant. Donc du coup, je crois que j'ai joué à peu près tous les grands jeux canoniques. Mais après, tu sais, il y a des gens qui me disent tout d'un coup, qui viennent me dire, mais oublie pas Deus Ex, tu vois, et Deus Ex, j'ai pas une grande spécialité sur Deus Ex. Ouais, voilà. Non, mais c'est sur, difficile. T'as toujours sur Half-Life, tu vois, c'est pas... Ouais, puis tu regardes, il y a une époque où moi j'étais à fond sur Quake 3 et j'ai joué pendant des heures à Quake 3. J'ai joué à World of Warcraft pendant longtemps et pendant ce temps-là j'ai joué à rien d'autre, donc tu vois, tu passes toujours à côté de trucs. Ah ouais, bien sûr, le joueur de DDR ne peut pas squatter Mover 1, 2, 3. Putain, j'ai joué à DDR aussi. Bref, mais comme j'ai aussi cette espèce de tendance qui fait que j'ai du mal à prendre une série en cours, et donc voilà, j'ai fait Metal Gear Solid 1. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est un truc à toi. C'est-à-dire tu te sens obligé de faire tous les épisodes avant. C'est vraiment très très bizarre. Genre toi, tu pourras pas commencer par FF15. Toi, tu vas faire FF1, FF2. Alors, tu vas tous te les faire jusqu'au bout. Sache que j'ai essayé et j'ai abandonné tous les FF du 1 au 6. Et le 6, je me suis remis récemment sur mobile. Et Ouais. je l'ai fini. Ça y est, pour la première fois, c'est la première fois de ma vie que je finis un FF. Et en fait, je n'aime pas Final Fantasy. Je sais pas, j'ai un problème avec Final Fantasy. T'es Team Dragon Quest. Je suis Team Dragon Quest. Les FF me tombent des mains, j'arrête en plein milieu parce que je m'ennuie. Et Non, Dragon en Quest, plus, par contre, attends, ça marche. FF4 est vraiment chouette, quoi. FF4, je l'ai abandonné à un moment où je sais plus exactement, je crois que Mais je suis... tu as pas joué assez jeune. Moi, j'y jouais. Peut-être. C'était un de mes premiers RPG, C'est quoi. possible, c'est possible. Mais Bon, bon, tu vois, voilà, les grandes séries, il faut que je commence du début. Donc Metal Gear Solid, j'ai fait le 1, maintenant il faut que je fasse les autres. Uncharted, j'ai fait le 1, j'ai détesté, donc j'ai pas eu envie de faire la suite, mais je sais qu'il faut que je les fasse, parce que voilà. Mais MGS2, tu vas voir, hein, c'est grandiose. Hein. Regarde.
c'est un des premiers grands jeux post-modernes, hein. C'est vraiment. Dark Souls, j'ai commencé c'est pas par le n'importe quoi. 1, tout le monde me dit ouais mais non, vaut mieux commencer par le 3 à la limite parce que la jouabilité est Non, meilleure. c'est bon, hein. J'ai détesté le 1, donc voilà, je n'irai pas Ouais, plus loin. mais bon, à chaque fois que tu dis ça, tu te rends compte, il y a des bébés phoques qui sont abattus. Eh ben, c'est pas grave, ça fait de la viande pour les ours polaires. Et non, je suis désolé, j'ai trouvé Dark Souls complètement injouable et je n'aime pas les jeux injouables. Moi, j'aime pas les jeux. J'ai pas de problème avec les jeux punitifs ou les jeux difficiles, j'ai un problème avec le jeu injouable et j'ai trouvé Dark Ah, mais Souls non, injouable. écoute, ça doit être une différence de nos cerveaux. Nos cerveaux sont pas calibrés pareil. Ah, peut-être. Pour moi, c'est un des plus grands jeux de plus grands jeux de l'univers. Mais, écoute, tu sais quoi, on pourrait parler comme ça pendant des heures de jeux vidéo, en fait. Ah, surtout que voilà, il y a une historique derrière nous, donc on pourrait ressortir ouais. des titres. Quels seraient tes plans rétro gaming dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu as envie de te faire? Qu'est-ce que tu as envie à quoi tu as envie de jouer? Alors, bah, je vais continuer les Dragon Quest et essayer de me faire tous les jeux du 1 au 8. Mes plans rétro gaming, outre la NES Mini, j'ai très très envie de me construire une petite borne tabletop d'arcade avec un Raspberry Pi dedans. Sachant que bah, avoir une borne à la maison, c'est le rêve de tout joueur, presque. Papa me rend très jaloux vu qu'il en a une. Et toi, t'en avais une à une époque, tu t'en es débarrassé. Écoute, voilà. C'est triste. Alors, avant que tu rentres dans la description de ce que tu vas, je suis en train de me débarrasser de ma borne. J'ai déjà trouvé un preneur et enfin, si tout se passe bien, oui, il va me la prendre. Et écoute, moi, j'ai fait mon rêve d'avoir une borne chez moi et j'ai compris que c'est pas adapté. Mais toi, si ton environnement n'est pas adapté, c'est pas la peine. Ouais, toi, t'avais une vraie borne aussi, donc il faut de l'entretien. J'avais une Aigrette 3. Voilà. J'avais une grosse Aigrette 3 et c'est quand même très très gros. Moi, j'ai envie de me construire une petite borne tabletop, tu vois, transportable. Genre, tu la poses sur une table et dedans il y a un Raspberry Pi et tu vois, maintenant que j'ai le droit, je peux mettre les jeux Neo Geo dedans vu que j'ai payé la licence. Donc je pourrais transporter avec juste un câble d'Alim, hop, je la branche, je la mets où je veux et hop, et je peux m'en servir. Tu pourrais mettre toutes les ROM. Tu pourrais pas t'acheter ta NES classique et foutre toutes les ROM NES. Je veux dire, l'essentiel du catalogue NES doit tenir sur 200 mégas quoi. Ouais, c'est peut-être même plus petit que ça, mais avec les jeux de la NES Classic Mini puis tous les jeux que j'ai déjà, oui, je pourrais les mettre aussi dessus si je veux. Enfin, c'est ça qui est cool. Donc voilà, ça c'est mon plan rétro gaming. J'ai très très envie depuis des années de le faire. Bon bah il faudra que j'achète des outils. Il faudrait que j'ai un garage pour pouvoir faire comme ça du bricolage, mais j'en ai très très envie. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais voilà. Et toi, est-ce que tu as des plans rétro gaming dans les prochains mois? Alors moi, c'est pas si rétro que ça, à part Dragon Quest 3 que je me refais en ce moment. J'ai prévu tu sais, je me fais une pile de jeux que j'ai envie de faire dans l'immédiat. Et une autre, c'est genre la pile rétro. Et j'ai envie de me refaire FF10 en ce moment. FF10 me parle pour des raisons très personnelles. Ouais. Et je sens que je vais me faire FF10. Je sais pas encore. Je pense que je vais le faire sur PS. Tu l'as déjà fait? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et j'adore FF10. Ah oui, il est ressorti sur PS4. Il est sorti sur PS4. Il est sorti sur PS3, ensuite sur PS4. D'accord. En version HD. Tu sais quoi, les gens ils me disent oh la HD, monsieur, j'en ai rien à foutre. Moi je veux jouer au jeu, c'est ça qui m'intéresse, le système. J'ai envie d'avoir l'histoire. C'est ça qui m'intéresse et c'est un grand FF pour moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah, et tu sais quoi? C'est bizarre, mais maintenant on peut parler de la PS3 comme de la rétro maintenant. Bah ouais, quasiment. Hein. Même si c'est toujours c'est ma dernière console en date, mais enfin pas vraiment à part les portables. Je me suis repris Catherine par l'équipe de Persona. Ah, je l'ai jamais fait et il faudrait que je le fasse. Et écoute, c'est un très très grand jeu c'est un puzzle game en fait. Bah ouais. Et c'est un puzzle game un peu bizarre puisqu'il te met à la manière japonaise bien sûr, il te met devant tes angoisses de trentenaire en fait. Tu vois, genre qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que mon couple va devenir. C'est un puzzle game avec une dimension psychologique qui a l'air vraiment chouette. De toute façon. Est-ce que je vais me laisser tenter par le diable? C'est vraiment un très 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 grand jeu. Qui a été vraiment sous-estimé à mon avis à sa sortie occidentale. Au niveau des ventes, parce qu'au niveau critique c'était plutôt bon, si je me souviens. Ah ouais, j'avais écrit le test à l'époque pour Gamecult. Ouais. Et donc ouais, ça fait quoi? Ça fait 6 ans plus tard, j'ai envie de m'y replonger. Je pense que ça va être très riche en enseignements de se replonger sur un truc, parce que c'est quand même un puzzle game, donc grosse frustration à venir. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Écoute, on pourra reparler rétro gaming dans un futur épisode. Il y a plein de trucs, tu sais quoi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur le monde de rétro gaming. Il n'y a pas que les mecs qui se font maxi brousous sur la Neo Geo. J'ai vu un truc qui s'appelle Coin Up Legacy et c'est une assoce qui fait des espèces d'events une fois par mois
où ils font des bornes et ils invitent des gens à jouer en free play en fait. Ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Et puis, Avec des gamins et tout, et c'est un truc assez familial et je trouve ça assez chouette. Et puis moi j'ai mon bar mon barcade à Downtown Los Angeles qui s'appelle 82 où les types restaurent des bornes des vieilles bornes parce que leur jeu le plus récent ça doit être Mortal Kombat 2 et ils restaurent les bornes d'origine donc avec les mêmes décorations, les mêmes motifs, exactement le même hard et c'est vraiment génial. Enfin t'as l'impression de jouer à une borne neuve de Donkey Kong par exemple qui date de 83 quoi et c'est génial. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir. Bah ouais, c'est pas mal. Bah, ça me rappelle mes années où bah, ma borne, je l'ai eu à Neo Legend, et ça me rappelle ces mecs-là qui étaient en train de refurb, en train de remettre en état, en condition des bornes et tout. C'est quand même un truc assez fascinant de lutter contre le temps. Moi qui me suis fasciné par l'urbex, de voir que tu peux quand même. Le truc, c'est que on parle de l'arcade et je pense que nos plus jeunes auditeurs, ça leur parlera pas parce qu'ils ont pas connu cette époque où il y avait des bornes d'arcade, il y avait des salles de jeux un peu partout, il y avait des bornes dans les cafés et c'est quelque chose qui a vraiment disparu et c'est dommage. Enfin, je crois que le moment où les bornes ont disparu des cafés, c'est au moment où il y a commencé à avoir des jeux d'argent cachés dans les bornes. Et tu sais, il y avait toute une espèce de mafia. Bah, de mafia qui contrôlait ces trucs-là. Et à partir du moment où les gens ont compris que en faisant des jeux d'argent cachés dans les bornes, ils se faisaient plus d'argent qu'en mettant un Street Fighter ou un Robocop. Et bah ils ont commencé à faire ça. Quoi. Ça et puis le fait que les machines que t'avais à la maison étaient aussi puissantes que les bornes, parce que faut voir qu'à l'époque, quand on jouait sur NES, les bornes, t'avais Street Fighter 2 en arcade, tu voyais ta NES, t'étais là genre ouais bon bah ouais non, c'est pas la même chose. Oui, à part les possesseurs de Neo Geo. L'arcade perfect n'existait pas. Voilà. Il a commencé quand tout d'un coup ils se sont mis à développer tout en même temps. Quoi, à part pour les possesseurs de Neo Geo, l'arcade à la maison c'était un rêve et ça c'est venu avec l'époque Saturn PlayStation à peu près quoi. Ouais, ça oui. Et encore que Saturn PlayStation, tu vois, quand t'avais ton Daytona USA dans la tête dans les nuages et puis tout d'un coup t'avais ton Daytona USA sur Saturn. Ouais, c'était pas la même chose. Avec ta voiture qui se contrôle comme je pensais plus là. Je pensais plus au Street Fighter Alpha qui était quasiment arcade perfect sur console à part les loadings quoi. Mais ça avait été pour des types de jeux c'était arcade perfect, pour d'autres il a fallu attendre encore une génération. Arrivé à la Dreamcast là c'était fini. C'était les bornes arrivaient plus à tenir la distance. Et surtout la Dreamcast c'était vraiment une machine vraiment faite pour faire des portages d'arcade avec le STV. Putain, mais Soul Calibur qui était plus joli sur Dreamcast qu'en arcade, ça m'avait rendu fou la première fois que je l'avais vu. Et encore tu pouvais brancher ta Dreamcast en HD, ce que j'ai fait sur ma borne d'arcade. Ah, avec la VGA Box. Avec la VGA Box, et du coup t'avais tous les jeux en HD, c'était incroyable. Quoi. Ah non, c'était vraiment chouette. Genre vraiment, la Dreamcast c'est une des plus grosses injustices c'est une des plus grosses injustices de l'histoire du jeu vidéo. Quoi. Eh ben on pourra faire un épisode sur la Dreamcast si tu veux. Ah bah écoute, ça nous rattrapera de l'épisode Sonic, plein de haine. Voilà. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. After Eight est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Alors, mon ami Quix, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine? Alors, j'en ai parlé au début, je vais recommander Warpaint, qui est donc ce groupe de 4 nanas originaires de Los Angeles, et qui ont sorti un album récemment qui s'appelle Heads Up, qui est leur 3e album studio. Elles avaient aussi sorti un maxi auparavant, le maxi qui est le disque par lequel je les ai découvertes. Et comment définir Warpaint? Warpaint c'est un groupe de rock psychédélique entre guillemets. On peut les comparer un peu à Cocteau Twins pour les gens qui connaissent. C'est généralement des chansons plutôt cool, plutôt chill. C'est pas voilà, y a rien qui te fasse headbanger ou remuer la tête ou sauter partout, mais c'est vraiment de la chanson un peu, de la musique un peu atmosphérique, très ambiance, très cool. Et bah moi j'aime beaucoup. Elles ont vraiment un style très spécifique, bien à elles. Et leur dernier album donc qui est sorti il y a 2 mois maintenant à peu près, est toujours dans cette mouvance, même si il y a des rythmes un peu plus chaloupés, un peu plus qui t'entraînent un peu plus à remuer ton booty si tu veux. Et voilà, c'est vraiment un groupe à découvrir. Et elles ont aussi fait une reprise de Ashes to Ashes de Bowie que je recommande, que j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, Warpaint, c'est mon groupe coup de cœur. Mon album préféré n'est pas un album, c'est le maxi. Je vous
conseillerais de commencer par là. Il y a juste, doit y avoir 8 titres dessus, je sais plus, 7 titres. Bref, quoi qu'il en soit, Warpaint, c'est mon coup de cœur. Allez-y, les yeux fermés. À toi, Daniel. Eh ben écoute, moi d'abord j'aime bien recommander des podcasts, donc je vais faire une reco des podcasts du New York Times. Alors il y en a beaucoup, et alors je vous en ai choisi 3. Il y a The Run-Up, qui est leur podcast politique, qui parle de l'élection présidentielle. Alors c'est vrai que souvent on parle, grâce à toi, de l'élection présidentielle, mais bon, c'est le New York Times, hein, c'est tout de suite, c'est pas notre niveau d'analyse. C'est Ouais, vraiment... c'est un peu des guignols par rapport à nous. Ah putain, tu sais quoi, j'ai jamais vu... Honnêtement, je crois que c'est le podcast le mieux produit que je connaisse, quoi. C'est vraiment, ils ont du budget, ils ont les invités, et le niveau de réflexion est c'est passionnant. Il y a vraiment une distance avec le sujet. C'est ce que vous connaissez de Jean-Marc Morandi, Buzz, Actu, tout ça, c'est tout le contraire. C'est posé, c'est réfléchi, c'est les bons intervenants. Évidemment, ils sont obligés de réagir à chaud, surtout après le deuxième débat, le tragique deuxième débat de Trump-Hillary. Ouais. Mais en même temps, quand ils le font à chaud, c'est vraiment, ils ont la bonne distance avec le sujet. Ils sont toujours pointus ils sont toujours affûtés, et ils ont une méthode journalistique imparable, quoi. C'est vraiment la rigueur journalistique telle que tu peux te l'imaginer, tu sais, dans les vieux films des années 70, quoi. T'imagines vraiment ça et tu te dis, putain, ils ont vraiment du bol. Donc ça s'appelle The Run-Up. Le deuxième, c'est Still Processing, et il est co-animé par Wesley Morris. C'est un podcast culturel, et Wesley Morris est vraiment très drôle comme type. C'est un mec qui écrivait dans Grantland et qui était Pulitzer de la meilleure critique, rien que ça. Tu sais, ils ont quand même du budget et ils ont des talents, tu vois. Ouais, ils ont des poids lourds, quoi. Et si vous êtes plutôt dans la musique, le music podcast du New York Times est extraordinaire. Là, le dernier, il est consacré évidemment au gros Bob Dylan, mais il y en a sur le hip-hop, il y en a sur plein de sujets. C'est vraiment super pointu, c'est vraiment celui sur David Bowie au moment de son décès est extraordinaire. Vraiment, si vous vous intéressez à la musique, le podcast du New York Times, musique podcast de New York Times est vraiment super. Et je me permets d'en faire une autre, si tu me permets, Quicks. Je te permets. Je vais parler juste un peu de Batman Return of the Caped Crusaders, qui est sorti le 10 octobre en vidéo. Il est sorti en salle, donc je suis allé le voir en salle. Et il est sorti en même temps, donc c'est ce que je disais en début d'émission, en vidéo et en tout ce que tu veux, Tu te souviens de la série Batman 66? Tout à fait. Bah c'est exactement la série Batman 66 mais en dessin animé. Ils D'accord. ont pris Adam West, Burt Ward, celui qui jouait Bruce Wayne, Eddie Grayson, et aussi Julie Newmar, qu'elle me pardonne. Qui jouait Captain Woman, donc c'est des très vieux doubleurs, ça s'entend qu'ils sont très vieux. Ouais. Et ils jouent les personnages de Batman 66, qui est une série absolument délirante. C'est une série pop à l'époque où on disait pas pop pour définir les choses délirantes. Et ils affrontent donc le Joker, le Pingouin, The Riddler, et c'est génial. Il y a beaucoup de jokes sur la présumée homosexualité du duo. Il y a beaucoup de jokes qui font des vannes sur les Batman de Nolan. C'est le meilleur dessin animé Batman qui soit sorti depuis 10 ans. En même temps, c'est pas dur puisque juste avant c'était Killing Joke et les autres, bof, c'est pas toujours très bien. Mais je pense que c'est au moins le meilleur dessin animé Batman que j'ai depuis Brave and the Bold, quoi. Et faut dire que les dessins animés Batman sortis par DC ces dernières années, c'est un peu la catastrophe. Donc il y a eu Brave and the Bold qui est génial. Et après c'était un peu à l'avenant, et surtout ils ont essayé de faire des films adaptant. Moi je pense à tous ces trucs arcs. là, voilà, les Killing Joke, même Year One n'est pas génial. Non, tout ça c'est de la merde, ça sert à rien, c'est pas la peine. Là on a vraiment une histoire originale. À un moment ils vont dans l'espace. Il y a vraiment des blagues que tu n'imagines pas dans Batman. Vraiment c'est un bon moment fandard, et c'est sorti déjà en vidéo, donc normalement ou alors à la fin du mois, donc vous allez-y, précommandez votre truc. Ça s'appelle Batman Return of a Caped Crusader. C'est vraiment chouette. Voilà, si tu aimes Batman 66 surtout, ce qui est ma grande passion, eh bien écoute, vas-y.
c'est déjà la fin du 23e épisode d'After Eight. Alors dis-moi, Quix, où peut-on te capter ? Alors sur Twitter, Quix 4WYXZ, sur Gaming 698X pour les gens qui veulent aller lire mon article sur les manettes rétro USB, qu'on mettra en lien, je pense. On mettra en lien. Voilà. Et bah, c'est à peu près tout, sur Gamecult, sur les forums, sinon, pour parler des jeux récents. Daniel, toi, où peut-on te retrouver ? Écoute, on peut me retrouver d'abord sur Twitter, Camille Robotics, KAMUIROBOTICS. On peut me retrouver sur Gamecult où j'ai au moins 2 tests à venir, un de Summer Lesson et un de Persona 5, qui me prend vraiment beaucoup de temps. Summer Lesson, c'est pas le jeu à moitié creepy avec des petites filles ? Non, avec une petite fille, une. Et c'est creepy si tu le veux en fait. Mais, d'accord. Écoute, s'il y a tout un sujet, on n'a pas fait un sujet sur la VR, on en fera peut-être un, si tu te daignes. Un sujet futur. Ouais, bonne idée de sujet. C'est à chaque fois à la fin de l'émission, on a toujours des idées de sujets. Très bien. Donc j'ai joué beaucoup à la VR ces derniers temps. D'accord. Sur Gamecult où j'ai ces articles en cours. Bientôt sur Pixel Le Monde, j'ai encore un autre article à venir, on mettra ça en lien. Et puis bientôt sur FF15, j'ai joué à FF15 là il y a pas longtemps. Et je peux pas encore en parler, mais même à date de diffusion, je peux pas encore en parler. Et donc voilà, comme moi j'ai joué à Steep et je n'ai pas le droit d'en parler. Donc j'ai un tableau. Ouais, on a des trucs assez remplis. Et je tiens aussi à ajouter que je suis sur Super Ciné Battle où le numéro 13 sera diffusé dans quelques jours. Et il y a un nouveau numéro 1 aux années 90, je veux pas hyper un petit peu. Oh là 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 là. Et aussi, je vais vous dire un truc, il y aura un gros twist générationnel. On va peut-être changer de décennie à la fin. Ah là là. Alors attends, mais nouveau numéro 1, ça veut dire que vous avez parlé des Visiteurs 2. Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être si Les Visiteurs 2 est le meilleur film des années 90 pour toi, eh bien on en parlera. Oh, peut-être est-il mon meilleur film. Mais est-ce qu'il y a de la baston dans ce nouvel épisode ? Parce que dans le précédent... Écoute, le précédent, il bastonnait très dur. C'était discuté. J'ai eu des messages de soutien parce qu'il disait que les films qu'il défendait étaient de la merde. Et en même temps défendre... voilà ce qu'il a défendu. La vie est belle, c'est pas possible. Ah, donc, ouais. Non, rien. On va pas refaire le débat. Moi, je le défendrai de la même manière qu'il l'a défendu, donc... Ah, merde. Ouais. Donc voilà, Super CD Battle, c'est l'autre podcast du Robotics Podcast Universe. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur After Eight, sur after8.fr, sur iTunes et sur YouTube. Et je crois qu'on a tout dit maintenant. Et oui. Alors, à bientôt pour notre prochain épisode. On a déjà le sujet, il va cartonner. On vous embrasse très fort, à bientôt. Et jouez à plein de jeux rétro. Bisous, salut. Ciao. Et c'est déjà la fin de notre 23e épisode d'After Eight. Quix, dis-moi, où peut-on te capter sur Internet ? Je suis KWYXZ Quix sur Twitter, sur Gaming 698X. Bah, si vous voulez aller lire mon super test des manettes USB rétro gaming, on le mettra en lien. Pourquoi pas. Et en fait, on va la refaire parce que je viens de roter. Quelle honte. Moi, tu me l'aurais laissé, putain. Non, mais je la mettrai en pastille de fin. J'espère que ta meuf regarde. Ma meuf vient de partir, en fait. Elle s'est éclipsée pendant qu'on enregistrait. Elle m'a fait un bisou pendant que tu parlais. Bon, tu l'embrasseras de ma part. Allez, bon, allez, c'est parti. Vas-y. C'est déjà la fin. Allez. Ah, c'est ma faute, pardon.